Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Eh bien, nous voici, il est 7h43. Merci d'être avec nous dans le Grand Matin Sud Radio. Avec ce matin notre invité François-Xavier Bellamy, qui est philosophe, maire adjoint de Versailles, et pour son livre aussi Demeure aux éditions Grasset. Oui, on dit que c'est l'une des têtes montantes de la droite. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour Patrick Roger. Alors Emmanuel Macron devrait s'exprimer mardi sur sa politique et un nouveau cap, dit-il, pour rendre la transition écologique acceptable. Qu'est-ce que vous en entendez, vous ? D'abord, le point le plus élémentaire, c'est qu'il faut évidemment revenir sur cette hausse de taxes qui, de toute évidence, n'a pas pour but la transition écologique. La transition écologique, elle s'opérera lorsqu'il existera des alternatives. Mais pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture pour aller travailler, cette hausse de taxes est seulement une punition supplémentaire qu'ils n'ont vraiment pas méritée. Ouais. Et je crois qu'il faut maintenant qu'on réfléchisse de façon sérieuse à ce qu'on peut faire effectivement pour construire une authentique politique écologique, mais on nous parle de réforme. Ici, ça n'est pas de réforme qu'il s'agit, c'est simplement d'une hausse de taxes. Il faudrait vraiment que l'écologie ne succombe pas sur l'autel des difficultés budgétaires de ce gouvernement. François-Xavier Bellamy, vous êtes intervenu hier soir, après le retour de Nicolas Hulot. Vous êtes d'accord avec lui, justement, l'ancien ministre de la Transition écologique, qui dit, bah oui, c'est un révélateur, ce mouvement des Gilets jaunes, d'un ras-le-bol fiscal qui frappe avant tout les classes populaires et qui, du coup, ne comprennent pas et sont punis, en quelque sorte, quoi. Comment ne pas être d'accord avec ce diagnostic ? Ce qui est curieux, c'est que ce serait un point de désaccord sans doute avec Nicolas Hulot. On peut et on doit même bien sûr partager sa passion pour l'écologie, son inquiétude devant l'avenir. Mais comment ne pas voir que la taxe carbone n'est pas le bon outil, n'est pas le bon levier, ou en tous les cas dans la mesure où aujourd'hui, encore une fois, il ne s'agit pas de frapper des gens qui, par pur loisir, par plaisir, prendraient leur voiture tous les matins. Il s'agit de gens qui n'ont, encore une fois, pas le choix. Et donc, on ne peut pas imaginer que l'augmentation des prix, à soi seule, suffise à leur faire changer leur pratique. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, alors ? Parce que c'est vrai qu'il y a globalement quand même une pollution de cette planète. C'est pas seule la France qui est responsable, bien sûr, et ses automobilistes. Mais quand même, on sait qu'il y a une préoccupation environnementale. Bien sûr, et évidemment très importante. Et c'est là qu'on s'attendrait à trouver des réponses plus exigeantes. D'abord, la question de la pollution n'est pas liée uniquement à la voiture. La voiture en est l'une des causes. Mais on sait qu'aujourd'hui, les motorisations ont quand même progressé, que tout cela a fait son chemin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que chacun sait, ce que d'ailleurs les automobilistes eux-mêmes savent, c'est que le carburant qu'ils emploient est extrêmement lourdement taxé, alors que le carburant employé par les avions, le carburant employé par le fret maritime, lui, pour le coup, ne l'est pas. Et donc, ça nous permet d'acheter à bas prix des produits qui ont traversé le monde, qui sont produits par des gens qui, d'ailleurs, sont payés dans des conditions de rémunération parfois très, très dégradées, dans des environnements sociaux extrêmement médiocres. Et nous, qui nous vantons d'avoir une politique sociale exigeante et ambitieuse, nous favorisons tout cela avec en plus la détérioration de la planète qui est liée à cette explosion des circulations mondiales. Et donc, c'est là sans doute où il faut agir. Il faut tenter de faire en sorte qu'on puisse de nouveau produire local, qu'on puisse de nouveau consommer local, qu'on puisse faire en sorte de diminuer tout le trafic qui peut l'être sur la surface de la planète. On a l'impression d'entendre Laurent Wauquiez, là, non ? Je pense qu'on est très nombreux à s'accorder sur ce diagnostic, à droite comme à gauche d'ailleurs. Et ce qui est très curieux, c'est que là où le gouvernement ne cesse de parler de transformation, de réforme en profondeur, en réalité, des solutions qui seraient assez largement partagées aujourd'hui sur l'échiquier politique, eh bien ces solutions-là, elles ne sont pas lesquelles sur justement, il faut production locale, mais il y a autre chose quand même, non ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à penser la mondialisation dans les limites qu'il faut absolument que nous arrivions à lui fixer pour retrouver la maîtrise de notre destin, d'abord parce que la mondialisation abîme aussi la question sociale, la politique sociale de notre pays, la vie sociale dans notre monde occidental, mais il faut repenser aussi, bien sûr, sa dimension écologique et sa responsabilité écologique. Oui, vous avez un vrai discours politique pour un philosophe. Vous pourriez mener la bataille des Européennes pour le Parti Les Républicains. On parle beaucoup de votre nom. Vous avez été sollicité par Laurent Wauquiez ou pas alors ? Non, pas du tout. La question, vous me la posez, je le comprends. Direct, parce que on dit que vous êtes l'information est parue dans la presse, oui, mais moi je n'ai pas été du tout approché par Laurent Wauquiez et je n'ai pas eu de proposition pour les européennes. Vous n'êtes pas dans le shadow cabinet, ce cabinet fantôme non plus ? Non plus, non. Non. Mais vous pourriez en faire partie ou pas ? Ça vous intéresserait de mener ce combat ou pas ?
Honnêtement, je ne vais pas répondre à une question qui m'est pas posée. Vous y avez réfléchi, puisque votre nom est paru dans la presse, et puis vous en parlez forcément. Ce qui est certain, c'est que de façon très générale, je suis, comme beaucoup de citoyens aujourd'hui, je suis marqué par la situation du débat politique actuel, par la difficulté à trouver des alternatives. En fait, c'est ça qui me paraît être l'occasion de cette désespérance de beaucoup des gens qui manifestent en ce moment. Et le fait qu'il n'y a pas d'alternative. Je prétends pas pouvoir, à moi tout seul, en apporter. Mais ce que je crois, c'est que nous ne pouvons pas nous désintéresser de la situation politique de notre pays. Moi, je ne m'en désintéresse pas. Ça fait déjà des années que je suis engagé en essayant d'apporter des idées au débat public, parce que je crois que c'est aussi notre responsabilité. Et donc, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Mais... Et dans ce clivage qui est présenté par Emmanuel Macron comme finalement les nationalistes face aux progressistes, vous pourriez justement être au cœur d'une médiation en quelque sorte entre les deux ? Je crois qu'il faut absolument réussir à desserrer l'étau de ce clivage qui me paraît être vraiment une forme de faute politique grave de la part du président de la République. Je pourrais avoir beaucoup de points d'accord et de convergence avec le président de la République sur bien des sujets peut-être, mais celui-ci-là, c'est vraiment... Je crois quelque chose de très grave, parce que la démocratie, c'est le pluralisme, c'est-à-dire le fait de reconnaître que sur une question qui se présente à nous, il y a plusieurs perspectives différentes qui sont raisonnablement possibles. À partir du moment où on considère que c'est moi ou le chaos, comme la démocratie vit d'alternance, on est le premier à donner la voie ouverte au chaos. Je crois qu'il est totalement irresponsable de faire comme si tous les gens qui ne pensaient pas comme Emmanuel Macron étaient des populistes, des cyniques, des fainéants, des gens qui ne sont rien, des extrémistes, tout ce qu'on voudra, et tout ce par quoi aujourd'hui le débat politique est littéralement étouffé sous le poids de cette espèce de clivage absurde. Oui, avant de poursuivre peut-être sur les désaccords, François-Xavier Bellamy, ça m'intéresse de savoir sur quoi vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron alors ? Parce que vous avez dit qu'on peut avoir des points d'accord. Bien sûr, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait être d'accord. Sur la question de l'éducation, par exemple, sur laquelle je me suis beaucoup engagé, je crois que le discours de Jean-Michel Blanquer est un discours qui nous fait du bien, parce qu'on avait besoin de revenir... Un homme de droite, quoi. Non, encore une fois, c'est pas tellement une question de droite et de gauche. Je crois que Jean-Michel Blanquer a été très largement plébiscité par les Français depuis le début du mandat, qu'il soit de gauche ou de droite, parce que nous avons besoin. J'ai écrit un livre sur la question de l'école, de la crise de l'école, qui s'appelle Les Déshérités, pour dire précisément que la faillite de notre école provoque une injustice scolaire très grande. C'est pas une question de gauche ou de droite. Je crois que ce sont des questions qui préoccupent beaucoup d'électeurs de gauche, de se dire qu'aujourd'hui en France, le parcours scolaire d'un élève est lié à son milieu social d'origine. On a vraiment quelque chose à reconstruire, et ça, pour le coup, on pourrait avoir des consensus. Oui, c'est vrai. François-Xavier Bellamy, dans votre livre, vous vous en prenez quand même aussi à Emmanuel Macron en dénonçant un programme qui tenait, selon vous, en une seule maxime: il faut tout changer. Et vous affirmez que c'est dangereux parce que ça suscite forcément de l'angoisse. Alors c'est pas d'abord ce livre demeure n'est pas une attaque contre le macronisme. Non, pas du tout. Mais il y a quelques années. Pages, je crois que la fascination pour le changement, la fascination pour le mouvement a obsédé la vie politique française pendant ces dernières années, ces dernières décennies, et que effectivement En Marche en a été une confirmation. C'est-à-dire que la marche est devenue le but, la transformation est devenue le projet. En réalité, la transformation n'est pas un projet. Il faut faire des réformes, on parlait de l'éducation à l'instant, mais il faut faire des réformes pour aller vers quelque chose qui, pour le coup, ne change pas, qui soit un but qui donne un sens. Et la difficulté qu'aujourd'hui les politiques, d'une manière générale, ont à réformer notre pays, elle est très profondément liée à leur incapacité, je crois profondément, quel que soit leur camp politique, à la difficulté que nous avons à donner un sens aux réformes que nous avons à vivre. La transformation en soi ne peut pas être un but, et les gens sont épuisés qu'on leur dise de changer tout le temps sans qu'on leur dise jamais à quel endroit on se dirige. Ce qui explique en partie ce mouvement des Gilets jaunes, justement. Je pense quand on entend... On veut aller vite et puis on laisse des gens sur le bord de la route. On veut d'abord on veut aller vite, et on vit d'abord dans une obsession de la performance. Est-ce que vraiment... Et du changement, quoi. C'est ce que vous dites, hein, du mouvement perpétuel dans votre livre, c'est ça. Hein. Je crois qu'il faut faire sa place à chacun à l'intérieur d'une société. Et vous connaissez cette distinction du journaliste britannique David Goodhart, qui dit qu'il y a aujourd'hui dans le monde des gens qui circulent beaucoup et puis des gens qui sont plus sédentaires. La politique est faite par des gens qui, justement, dans le monde de la mondialisation, se sentent plus proches peut-être des élites de tous les autres pays que de leur propre peuple. Ici, voilà, je crois qu'on est aussi devant cette incompréhension majeure. Je ne dis pas ça pour condamner d'une manière trop facile, mais pour qu'on puisse trouver des solutions et surtout réapprendre à parler ensemble. Oui. Sur les Gilets jaunes, vous soutenez le mouvement, vous allez manifester à leur côté demain ou pas ? Ce que je crois, c'est qu'il est très important que le gouvernement puisse entendre, et que lorsque le président de la République s'exprimera mardi, ce soit pour faire autre chose que d'éviter des éléments de consolation ou de pédagogie. Maintenant, il faut prendre une décision. Et encore une fois, on voit que le modèle est mauvais. Si le modèle est mauvais, il faut avoir la sagesse décision, c'est quoi ? C'est faire une pause ?
Bien sûr, il faut revenir sur les hausses de taxes qui ont été décidées. On ne peut pas faire voter des hausses de taxes sur plusieurs années alors qu'on ne connaît pas l'évolution des cours du carburant. C'est une espèce d'aberration. Il faut évidemment revenir là-dessus et j'espère que c'est ce que le président fera mardi prochain. Mais vous n'allez pas manifester demain. Je n'irai sans doute pas manifester demain parce que j'ai beaucoup d'engagement à honorer, notamment à cause de ce livre. Oui. Mais je suis de tout cœur en tous les cas avec ceux qui souffrent aujourd'hui dans notre pays et qui souffrent doublement parce qu'on les culpabilise de ne pas pouvoir faire autrement dans leur vie quotidienne pour pouvoir simplement survivre. François-Xavier Bellamy, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, être politique, c'est prendre des décisions, être philosophe, c'est réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas un côté antinomique ? Effectivement, il y a une tension entre la pensée et l'action, mais je crois que cette tension, elle est devenue un divorce aujourd'hui dans notre pays. Il y a d'un côté, il y a des gens qui sont engagés dans l'action et qui peut-être ne prennent pas assez le temps de la réflexion et de la distance nécessaire. Et de l'autre côté, on a un monde intellectuel qui souvent est un peu déraciné de la réalité concrète. J'ai la chance d'être élu local depuis 10 ans, d'être sur le terrain, et je vois que dans mon travail de professeur, d'enseignant, dans la réflexion philosophique que j'essaye de contribuer à apporter, eh bien cette expérience du concret m'a aussi permis peut-être d'éviter de vivre dans le seul monde des idées. Vous êtes actif, je crois qu'il faut tenter de réconcilier la pensée et l'action, et c'est d'autant plus important dans un temps où, on n'en a pas parlé, mais les grands défis qui sont devant nous, la question du transhumanisme, la question de l'homme augmenté, la question de notre responsabilité devant la condition humaine, sont des questions qui supposent que nous soyons capables de penser ces défis nouveaux. Et vous avez surtout un invité surprise. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Oyez, oyez, mon bel ami. Quel doux patronyme que celui de ce personnage de la littérature dont l'ascension sociale n'a d'égal que son aptitude à se glisser sous les draps de ses maîtresses. Alors, juste espérer que vous fûtes différent. Oh non, voyons. François-Xavier, voici ma question. Vous que l'on décrit déjà comme la coqueluche de la droite Figaro Magazine, diriez-vous de votre mentor Laurent Wauquiez qu'il est le symbole de la droite Pif Gadget ou l'incarnation de la droite Bricolage Magazine ? C'est une question exigeante de Stéphane Bern. Oui. Ce que je crois, c'est que la droite aujourd'hui a une responsabilité très importante pour préparer une alternative, et que Laurent Wauquiez a la tâche difficile parce que cette famille politique a beaucoup déçu. Et maintenant, il faut réussir à rétablir la confiance. Et comme vous savez, c'est très compliqué de rétablir la confiance. C'est vrai, y compris des relations personnelles, et c'est vrai aussi dans la vie politique, bien sûr. Merci beaucoup. Oui, François-Xavier Bellamy, philosophe, maire adjoint de Versailles, auteur donc de Demeure aux éditions Grasset. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Et Dany Moreau, bien sûr, qu'on retrouve à 8h20. Restez avec nous. Il est 7h56. Vous êtes sur Sud Radio.